Mesdames, Messieurs, bonsoir. Surtout, soyez les bienvenus à cet entretien sur la télévision du futur. Nous sommes donc à notre troisième rendez-vous et cette fois-ci, c'est bien évidemment le président du PSD qui a voulu nous recevoir dans son bureau. C'est donc du côté de l'ancienne Sobraga où se trouve donc sa permanence politique. On rappelle tout simplement qu'il s'agit donc de Pierre Claver Mangang Moussavou. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons donc aborder les questions sociopolitiques brûlantes de l'heure. D'abord, on rappelle que vous faites partie donc des partis et qui ont relancé l'idée du dialogue national inclusif et sans tabou. C'était le vendredi 4 décembre 2015 dernier. Qu'est-ce qui a motivé véritablement cette relance de ce dialogue national inclusif et sans tabou? Vous parlez de relance. Nous disons que à la suite de l'intégration d'un certain nombre de partis, de leur participation, je veux dire, au CND, certains autres partis qui ont estimé que le CND n'était pas le lieu idéal pour que s'y tienne le dialogue inclusif et sans tabou, ne s'y sont pas rendus. Par conséquent, ils ont été un peu vilipendés ou mal compris. C'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il fallait expliquer nos positions et rappeler ce que toute l'opposition a toujours souhaité, c'est-à-dire un dialogue inclusif et sans tabou, où seraient associés par conséquent la société civile, la diaspora et pourquoi tout ce qui pourrait solliciter d'y participer pour débattre des problèmes qui concernent le Gabon. Il faut savoir que le Gabon, notre pays, est un pays malade, très malade, et qu'en ce sens, le pouvoir actuel, au bout de 48 ans de gestion, a montré d'énormes limites, mais que nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans pouvoir apporter notre contribution à la réflexion. C'est pourquoi nous l'avons dit et nous avons rappelé que le CND n'était pas le lieu pour discuter justement, pour féconder, pour qu'il y ait ce dialogue. Je crois que même ceux qui sont allés au CND sont d'accord avec nous pour dire que le CND n'est pas le lieu pour que se tienne ce dialogue et que ce dialogue doit se tenir en dehors du CND si nous voulons y associer les facilitateurs. Donc voilà ce que nous avons voulu rappeler, ce que tout le monde a toujours souhaité, c'est ce que nous avons rappelé pour que nul n'en ignore. Il y a d'autres hommes politiques qui pensent qu'on ne peut véritablement pas parler de consultation nationale dans le cadre du CND, comme vous venez de le dire, mais il y a d'autres qui estiment que le cadre du CND peut parfaitement accueillir cette consultation nationale. Est-ce que vous pensez véritablement, quand on sait que le CND est là à titre consultatif, est-ce qu'ils peuvent véritablement atteindre les objectifs dans le cadre où cette conférence ou ce dialogue national inclusif arrive à être organisé dans le cadre du CND? Je suis heureux que vous fassiez les questions et les réponses. C'est une boutade, bien sûr, parce que vous m'aidez dans ce sens que, effectivement, le CND ne peut pas être le lieu de ces discussions, d'autant plus que ce qui en sortirait ne serait que de simples avis. C'est pour cette raison que nous disons que si nous devons discuter d'égal à égal, où toutes les décisions que les partis politiques, la société civile, où tout le monde réunit, toutes les décisions qui vont être prises devront être exécutoires. Donc il ne faut pas donc accepter l'idée que ce soit au sein du CND. Ceux qui pensent jusqu'à présent que le CND serait le cadre idéal, ce sont ceux qui pensent tout justement que tout ce que nous irions
y faire, c'est émettre des avis qui seraient tout simplement déposés chez le président de la République, en l'occurrence Ali Bongo Ondimba, et qui accepterait ou refuserait ce que tout le monde aura décidé, parfois de façon consensuelle, ou après vote, ou après discussion. Donc c'est pourquoi nous pensons que le CND n'est pas le lieu, le cadre idéal, parce que le CND reste un cadre consultatif où ce qui en sort ne sont que des avis. Or, nous voudrions que ce soit des décisions qui soient prises et qui s'imposent à tous après discussion. En relançant cette idée de conférence nationale ou de dialogue national inclusif et sans tabou, à quoi avez-vous pensé? Qu'est-ce qu'on met dedans? On discute de quoi et qui discutera au cours de cette consultation nationale? On discute d'abord de la démocratie. On discute de la démocratie parce que nous pensons que la démocratie va nous permettre d'asseoir le développement du pays. Il faut que le peuple gabonais sache que réclamer la démocratie, c'est souhaiter que sa voix puisse désormais compter. Que sa voix compte pour le choix de ceux qui gouvernent et que ceux qui gouvernent aient peur de cette voix qui peut venir à manquer et donc perdre le pouvoir, ou de cette voix qui peut l'appuyer, c'est-à-dire conserver ou conquérir le pouvoir. Et chaque fois qu'il y aura alternance, parce que le peuple l'aura voulu, nous pensons que c'est une façon d'imprimer une marche en avant, parce que les hommes politiques feront l'effort de répondre aux sollicitations des populations. Un gouvernement qui reste là, un système qui reste là des années, n'a même plus rien à rechercher du côté des populations. Et c'est ce à quoi nous assistons. C'est pourquoi nous parlons d'abord de nous mettre d'accord sur la transparence électorale, sur le fait que à la conférence nationale, nous avons pris un certain nombre de décisions qui devaient être appliquées, qui l'ont été d'ailleurs, mais sur lesquelles Omar Bongo est revenu. Nous avons été aux accords de Paris, les décisions qui ont été approuvées par le peuple gabonais par référendum ont été vidées de leur contenu. Et nous avons été aux accords de Rambo. On se rend bien compte qu'il y a absence de volonté d'asseoir la démocratie, donc absence de volonté de répondre efficacement et de façon efficiente aux préoccupations de nos populations. Donc, nous allons nous y prêter de bonne grâce une énième fois, mais il faut craindre que le vase ne déborde, parce que en face nous avons des gens de peu de foi qui n'ont pas la volonté d'asseoir la démocratie et d'asseoir donc le développement économique et social de notre pays. Il y a une frange de la population qui estime aujourd'hui que les partis qui ont relancé cette idée de dialogue national inclusif voulaient absolument dédouaner Ali Bongo Ondimba ou adouber Ali Bongo Ondimba ou affranchir Ali Bongo Ondimba. Que répondez-vous? Non, mais c'est une confusion. Vous avez des partis politiques qui se sont retrouvés au CND, qui estiment que on peut discuter, puisqu'Ali Bongo a décidé de discuter, de dialoguer à l'intérieur du CND, qu'il faut y aller. Nous estimons qu'on peut aller discuter d'autres choses, sauf d'un dialogue national, parce que ce n'est pas le cadre idéal. En quoi de le dire, de le rappeler, de rappeler à tous ceux qui, même aujourd'hui, se trouvent au CND, et qui ont pris les mêmes positions que nous préalablement, à quoi cela voudrait dire que nous recherchons le dialogue pour dédouaner Ali Bongo Ondimba? Est-ce que vous voudriez bien vous souvenir qu'il n'y a pas longtemps, toute la classe politique, toute l'opposition, je veux dire, a souhaité un dialogue inclusif et sans tabou? En quoi de le rappeler
voudrait dire dédouaner Ali Bongo. C'est comme si on marchait sur la tête. Bien au contraire, nous n'avons aucunement, je répète, nous n'avons aucunement l'intention d'engager une quelconque période transitoire, encore, en tout cas, par Pierre Claver Maganga Moussavou, par le PSD. Nous n'avons donc pas l'intention, même si on devait aller au dialogue sans recevoir quoi que ce soit, je serais partie prenante de ce dialogue, parce que le peuple gabonais, pendant qu'il souffre, des gens vont se retrouver, avoir des per diem. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait la transparence. Et que le peuple gabonais, quand il se rend au vote, choisit ses responsables, que ce soit véritablement ses choix qui soient pris en compte à l'issue des votes. C'est ce que nous recherchons. Donc nous ne recherchons pas une quelconque période transitoire, comme je l'ai vu écrit dans certains journaux. Nous ne recherchons aucun avantage. Nous ne recherchons pas à aider qui que ce soit. Bien au contraire, nous voulons mettre Ali Bongo en difficulté en lui disant qu'il faut dialoguer, qu'il faut la transparence, qu'il faut des élections à 2 tours, qu'il faut limiter le mandat du chef de l'État à 5 ou 7 ans renouvelable une seule fois. Il faut revoir les nominations au sein de la Cour constitutionnelle, parce que quand vous avez le président de l'Assemblée qui est du PDG, le président du Sénat qui est du PDG, le président de la République qui est du PDG, et que ce sont ces personnes qui doivent nommer les membres de la Cour constitutionnelle ou les membres du CNC, ce qui revient à dire, dans un pays où il y a absence totale de démocratie et de transparence, ce sont les mêmes qui nomment, et à partir de ce moment, tout est biaisé. Donc il faut discuter de tout cela, il faut refonder la Sénat, et il faut voir comment se comportent les présidents de bureaux de vote, et comment faire en sorte que les bureaux de vote soient moins partisans, puisque les présidents des bureaux de vote sont nommés par les préfets, qui eux-mêmes sont nommés par le gouvernement, lequel gouvernement est pédégiste. Donc ce sont des solutions qu'il faut rechercher pour que nous ayons effectivement la transparence dans notre pays. Et il y a un autre aspect que les Gabonais ignorent, dont on perd souvent de vue, c'est le financement. Comment voulez-vous aller toujours à des élections, par exemple les élections locales et sénatoriales ou législatives, avec 20 millions pour les partis politiques qui répondraient qui auraient, par exemple, au moins 10 candidats ou 20 candidats sur 5 provinces, dans 5 provinces, et alors que nous savons que ce parti-là qui répondrait aux règles établies par la loi ne recevrait que 20 millions, pendant que pour l'ensemble du territoire, pendant que le PDG bénéficierait par circonscription électorale de 50 millions. C'est-à-dire les uns recevraient 20 millions, d'autres recevraient 6 milliards, et tout le monde accepte l'idée d'aller aux élections, et tout le monde s'étonne que le PDG gagne les élections. Nous ne sommes pas mis dans les mêmes conditions, donc nous ne pouvons pas concourir, compétir dans de bonnes conditions. Il faut arrêter cela. Et s'agissant de l'élection présidentielle, on a bien vu en Côte d'Ivoire que les candidats étaient financés. Or, au Gabon, depuis l'avènement du multipartisme, personne n'ose dire mot sur l'absence du financement
des candidats aux élections présidentielles. Et même quand on en parle à la Cour constitutionnelle, elle semble ne rien entendre, alors qu'en réalité, ça vient fausser les règles du jeu. Et ce sont des questions dont il faut débattre de façon urgente pour mettre tous les candidats au même pied d'égalité et faire en sorte que l'élection ne soit pas une affaire de ceux qui sont riches. Un parti politique peut trouver, n'est-ce pas, de quoi financer la caution, mais s'il est donné à tout le monde de bénéficier d'un minimum pour mener la campagne, l'État doit veiller à ce que tous les candidats aient les mêmes moyens, et la différence ce sera donc le programme d'action, la qualité de chaque candidat, ce que chaque candidat a pu faire avant d'en arriver là pour convaincre les populations que le programme et les promesses qu'il fait peuvent être tenus, parce que par le passé, il a pu montrer par ses actes un exemple, qu'il peut servir d'exemple, donc que le peuple gabonais peut lui faire confiance. Parce qu'il n'y a pas de personnes providentielles, il n'y a que des personnes d'évidence. C'est ce que les Gabonais souhaitent pour sortir de leur situation de précarité où ils se trouvent, pour sortir du chômage, pour favoriser le développement de ce pays qui connaît beaucoup de retard, qui a mal à ses enfants, qui sont abandonnés à eux-mêmes et qui se demandent ce qu'ils ont fait au bon Dieu, d'avoir à vivre dans un pays immensément riche et complètement démuni de tout. Donc voilà les préoccupations de l'opposition, de ceux qui ont lancé un appel pour que se tienne ce dialogue de manière impérative, sans que ce soit dans le but, je le répète ici, de favoriser Ali Bongo. Bien au contraire, c'est pour l'accabler, pour l'amener, accepter la transparence électorale, et ça ne peut s'obtenir qu'à partir du dialogue. Vous avez parlé de ces Gabonais qui vivent dans des conditions difficiles, mais ce sont aussi ces mêmes Gabonais qui pensent que, puisque vous avez parlé de la Constitution de 1993 qui a été véritablement dépouillée, ces mêmes Gabonais pensent que vous en êtes responsable, puisque vous avez laissé le feu président El Hadji Omar Bongo Ondimba et sa formation politique dépouiller, déshabiller complètement cette Constitution. Vous faites bien de me poser une telle question. Les Gabonais ont raison de penser que la classe politique en général a laissé faire, à commencer par ceux qui aujourd'hui reviennent du PDG et qui, je vous assure, puisque j'ai appartenu à un certain nombre de gouvernements, qui étaient arc-boutés sur le fait de ne pas laisser l'opposition le moindre espace de liberté, et qui aujourd'hui se trouvent en difficulté eux-mêmes au regard de ce qu'ils subissent de la part du pouvoir qu'ils ont servi et qu'ils ont conseillé, pour ne jamais laisser ne serait-ce qu'une sorte d'espace, même minime, pour asseoir la démocratie. Mais je voudrais à ce propos rappeler que lorsqu'en 1996, à l'issue des accords de Paris, lorsqu'en 1996, je claque la porte du gouvernement en plein Conseil des ministres, ce n'est pas sur un dossier quelconque, c'est sur le fait que Omar Bongo a roulé l'opposition dans la farine, du moins quand j'y étais, voulait rouler l'opposition de la farine, par la suite il a réussi, et il voulait que ce que nous avons décidé aux accords de Paris soit revu et corrigé
selon son bon vouloir, et qu'ainsi les élections locales qui devraient avoir lieu avant les législatives, que ce soit les législatives qui aient lieu avant, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a entraîné que l'opposition soit complètement laminée. Et lorsque j'ai claqué la porte, c'était pour alerter toute l'opposition sur le fait que le président Bongo était en train de violer les dispositions que nous avons prises ensemble, mais personne ne m'a suivi. Tous les partis, à commencer par les partis qui étaient dans ce gouvernement, n'ont pas voulu sortir du gouvernement en même temps que moi, ce qui aurait entraîné une crise et qui aurait fait en sorte que le président Bongo appelle toute l'opposition pour demander ce qui se passait et qu'on revienne sur les décisions qui étaient prises. Lorsque avant cette matinée-là, nous avions une réunion de toute l'opposition à côté de chez le général Iyatoma. Et j'ai dit ce matin-là que j'allais partir du gouvernement si jamais le président Omar Bongo Ondimba décide de commencer par les législatives et de terminer par les locales. En le faisant, il viole des dispositions que nous avons retenues au niveau des accords de Paris. Il fallait commencer donc par les locales. S'il y avait des difficultés, on allait les revoir, les corriger, pour aller ensuite aux législatives qui étaient un clou, parce qu'une fois les législatives terminées, une majorité se serait dégagée, et ce sont ceux qui sont majoritaires qui allaient gouverner. Le gouvernement issu des accords de Paris n'aurait plus lieu d'exister. Or, le président Bongo n'a pas voulu de cela. Et personne ne m'a suivi. Ils étaient informés de ce que j'allais faire. Ils savaient qu'ils devaient m'appuyer. Ils ne m'ont pas appuyé. Aujourd'hui, que les partis politiques, que ce soit le RNB, qui avait beaucoup d'élus, ou le PGP à l'époque, qui avait beaucoup d'élus, l'élection législative qui a suivi, a vu que ces deux formations politiques ont quasiment tout perdu. Mais je fais remarquer que le Parti social-démocrate est resté avec son député. Et qu'aujourd'hui, le Parti social-démocrate reste l'un des rares partis debout avec trois élus nationaux et la capitale provinciale de Langoudier. C'est dire que lorsqu'on voit le cheminement de chacun d'entre nous, les prises d'opposition de chacun d'entre nous, on se rend bien compte que certains, au moins, savent tenir parole et savent s'en tenir à ce qu'ils disent. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous mêler, nous tous, même si on parle de l'opposition, mais le président du Parti social-démocrate a su alerter et l'opinion et la classe politique, mais il n'a pas été suivi, et c'est pour cette raison que ce qui avait été décidé en 1994 et qui a donné lieu aux accords donc de Paris et au vote par référendum, à l'acceptation par référendum des 10 accords, est tombé en désuétude parce que Omar Bongo avait cette qualité, pour ne pas dire ce défaut, de faire en sorte qu'il détricote lui-même ce que tout le monde a essayé de mettre en place et ce qui se traduit toujours par ce qu'il disait, il fait un pas en avant et deux pas en arrière. Justement, on va parler, avant d'aborder la partie réservée à Pierre Claver Mangang Moussa et
son avenir politique, puisque vous avez déclaré votre candidature. On va revenir un peu pour parler vous avez fait allusion à ces accords de Paris que vous avez bien évidemment participé. Mais quand on parle de dialogue national inclusif et sans tabou, puisque nous sommes là pour relayer l'opinion des Gabonais, du peuple gabonais, il y a une bonne partie aussi de cette frange de la population qui estime que aujourd'hui certains leaders de l'opposition qui se sentent lésés veulent contraindre Ali Bongo à d'autres accords de Paris où là-bas ils vont se distribuer les postes ministériels et autres. J'ai déjà répondu que ce n'était pas fait pour ça. D'abord, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je tiens à vous dire que s'il y a dialogue, le PSD sera présent, mais pas son président. Personnellement, j'estime avoir été à la conférence nationale. 1990. J'estime avoir été aux accords de Paris, aux accords de Rambaud et à la commission pour la biométrie. J'ai beaucoup donné aux autres aussi d'aller discuter. Maganga Moussavou, même si le PSD accepte l'idée d'un dialogue national inclusif et sans tabou, ne participera pas individuellement à ce dialogue. Mais le Parti social-démocrate sera solidaire de tous ceux qui vont y participer. Peut-être enverra des représentants à ce dialogue, mais son président ne prendra pas part. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'autre intérêt que de trouver des solutions à la transparence électorale, de trouver des solutions aux maux qui minent notre pays. Que Malanga et Moussavou y soient ou n'y soient pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui sortira de ce dialogue. Et je ne pense pas que l'objectif aura été ou sera de se partager des prébends. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que votre absence véritablement ne viendra pas donner de l'eau à la bouche à ceux qui pensent que Pierre Claver Mangaga Moussavou jouerait le jeu du PDG et du pouvoir en place? Mais je ne vous comprends pas. Quand nous disons il faut qu'il y ait ce dialogue, au lieu de nous appuyer, vous dites s'il y a dialogue, c'est pour favoriser Ali. Je vous dis que non. Au contraire, c'est pour l'acculer à la transparence. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions. Et lorsque je vous dis que nous sommes de bonne foi et moi je dis ce que je pense, que pourvu qu'il y ait des femmes et des hommes qui aillent discuter, Malanga Moussavou dit ne pas devoir y aller. Peut-être qu'au sein du parti, il y aura des éléments qui vont y être, mais pas forcément Malanga Moussavou, pour vous montrer que ça n'est pas destiné forcément à partager des prébendes. Donc je ne vois pas comment on pourrait m'accuser de favoriser Ali Bongo. Ali Bongo est quoi pour moi? Moi, vous voyez, nous n'avons pas, en dehors d'avoir été dans un même gouvernement, nous n'avons pas d'atome crochu. Je ne suis pas de sa famille, il n'est pas de la mienne. Vous accordez plus d'importance, plus de crédit à ceux qui ont même eu du sang mêlé à cette famille. Alors comment voulez-vous qu'on puisse vous suivre et vous comprendre? Non, nous n'avons pas l'intention de favoriser Ali Bongo, bien au contraire, et que les petits arguments qu'on avance, parce que tel prend telle position, ah oui, il est favorable à Ali Bongo, tel dit ça, il est favorable, ce sont des arguments faciles et vils. Il faut dépasser cela et voir les actes que les uns et les autres posent dans la vie de tous les jours. C'est cela l'essentiel et c'est ce qu'il faut exposer au peuple gabonais pour que chacun se fasse son opinion. Sinon, qui n'a pas travaillé à côté d'Ali Bongo?
ou avec Ali Bongo, sous Omar Bongo? Pourquoi Maranga Moussavou favoriserait plus Ali Bongo que tous les autres? Pour quelle raison? Moi, depuis qu'Ali Bongo est au pouvoir, il ne m'a jamais passé un coup de fil. Je n'ai jamais eu l'intention de lui passer un coup de fil. J'ai été, en tant que maire, le recevoir à l'aéroport de Mila. Les journaux ont écrit que Maranga avait un large sourire, et quand on regarde, Maranga n'avait pas de large sourire, puisqu'on dit que je ne souris quasiment pas. Alors, comment voulez-vous qu'on me prête un sourire que je n'ai pas? Et j'ai décidé récemment que, étant donné que je suis candidat aux élections présidentielles, lorsqu'Ali Bongo vient pour plus sa propagande qu'autre chose, que je ne serai plus à l'aéroport. La mairie de Mouila existe, c'est pour cette raison qu'il y a des adjoints au maire qui vont le recevoir à tour de rôle. Cette fois-ci, ça a été le premier adjoint au maire, la prochaine fois, ça pourra être le deuxième adjoint au maire, ainsi de suite. Et parce que ce sont des personnalités politiques au même titre que le maire de Mouila, mais le maire de Mouila ne s'y rendra plus parce qu'on fait l'amalgame, on pense que être républicain voudrait dire, ou être dans l'opposition, voudrait dire qu'on ne peut plus aller à l'aéroport, accueillir le chef de l'État ou discuter avec un adversaire politique. À partir du moment où nous n'avons pas encore réussi à expliciter cela, à convaincre les Gabonais de ce que c'est d'abord un combat d'idées, je ne vais pas être tout le temps à m'expliquer auprès de la presse pour savoir pourquoi j'ai été ici et là. Donc, je prends désormais les décisions que j'estime être les meilleures pour ma personne et les gens finiront bien par comprendre que je suis plus déterminé que tout autre opposant parce que, voyez-vous, de toute l'opposition ici réunie au Gabon, personne n'a posé les actes que j'ai posés vis-à-vis d'Omar Bongo, qui m'estimait beaucoup parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un de tempérament qui pouvait lui dire non quand il fallait dire non et qui pouvait claquer la porte quand il fallait le faire pour manifester son mécontentement quand il tentait de nous rouler dans la farine. Donc, je crois que le peuple gabonais peut savoir que je ne favoriserai jamais Ali Bongo. En tout cas, je ne le ferai jamais au détriment du peuple gabonais et des intérêts de ceux qui me font confiance. Loin de nous l'idée de donner un blanc-seing à X ou à Y homme politique. Notre devoir à nous, c'est de poser des questions. C'est au peuple maintenant de juger. Je vous sais gré de me poser ces questions. Quand je réponds, je ne réponds pas à vous, même si je vous regarde. J'en profite pour expliciter mon point de vue. Voilà, justement, on va parler de vous. Vous avez déclaré votre candidature. Peut-être l'expliquer au peuple gabonais. Est-ce que c'est une candidature à la candidature de l'opposition? Est-ce que c'est une candidature directe au présidentiel à venir? Moi, je ne suis pas de ceux qui sont hypocrites, qui pratiquent l'hypocrisie vis-à-vis du peuple. J'ai dit dès le départ que pour combattre Ali Bongo Ondimba, pour combattre le PDG qui pratique la fraude électorale comme principe d'accession à la magistrature suprême ou comme principe pour gagner les élections et qui pratique le mensonge, le vol pour gérer ce pays, qui pratique les crimes rituels pour asseoir quel pouvoir. Face à ce pouvoir-là, à ce système-là, il faut que l'opposition s'asseye, discute et sorte de là
des solutions qui devraient nous permettre de dire au peuple gabonais que c'est après discussion approfondie que nous avons décidé de poser tel ou tel acte. On ne vient pas sans en avoir discuté préalablement, sans voir le pour et le contre, annoncer au peuple gabonais qu'on veut une candidature unique. Des États-Unis, d'où je viens, avec d'autres compatriotes, la candidature unique s'obtient chez les républicains en organisant des élections primaires, chez les démocrates en organisant des élections primaires, ce qui suppose être républicain ou démocrate. Organiser des élections primaires au sein d'une opposition hétéroclite ou au sein d'un front, parce qu'il s'agit d'un front qui ne peut pas avoir la prétention de représenter toute l'opposition, loin s'en faut, suppose que le front soit homogène d'abord. Or, déjà au sein du front, il y a absence d'homogénéité parce que vous avez une grande formation politique qui est l'Union nationale d'un côté, vous avez d'autres formations politiques parfois dont les situations administratives restent encore à régler, que nous soutenons, mais restent encore à régler. Et vous avez des personnalités politiques récemment débarquées du PDG qui estiment que ceux qui sont dans l'opposition ne sont que du menu fretin et qu'eux, ils peuvent jouer aux locomotives. Ce qu'ils n'ont pas fait durant des années quand ils étaient au PDG, ils peuvent le faire en étant dans l'opposition. Donc ça pose problème, déjà. Et en dehors du front, vous avez l'UEFA, vous avez l'UFC, vous avez d'autres entités qui ont leur mot à dire. Cela suppose que le front ait son candidat unique à l'issue des candidatures à la candidature, qu'à l'UEFA ce soit la même chose, qu'à l'ACR et d'autres formations politiques, et qu'ensuite il y ait une compétition pour trouver le candidat unique de l'opposition. Ce qui n'a pas été dit. Ça, c'est la conception que j'expose. Disons l'idéal. Mais quand bien même l'UEFA, le HCR et d'autres auront des candidats à la candidature, ceux qui ont eu cette idée n'ont pas encore trouvé comment, en leur sein, ils vont choisir le candidat du front à la candidature face à d'autres fronts. Or, la même presse, la même opposition a proclamé que en 1993, Mba Abessol avait gagné l'élection face à Omar Bongo. C'est vrai, si Chambrier n'avait pas conseillé à Mbongo et Yakou d'aller proclamer Bongo élu. Quand je dis Chambrier, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais lui-même l'a dit, que c'est lui qui a demandé à Mbongo et Yakou d'aller proclamer Bongo élu alors que Bongo n'était pas élu. En 1998, Pierre Mamboundou a gagné les élections, toujours dans un système de 2 tours, mais où il y avait une pléthore de candidatures. Et en 2009,
avec le système d'un seul tour, André Mbaobam, mon ami, que vous ne m'attribuez pas, mais qui est mon ami, au même titre que vous m'attribuez mon amitié avec Ali Bongo, puisque nous étions tous les trois au gouvernement. Je crois que je discutais beaucoup plus avec Mbaobam qu'avec Ali Bongo. Donc, Mbaobam a gagné l'élection. Il y avait un seul tour, il y avait 17 candidats. Et lorsqu'on dit, face à Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui, il faut un candidat de l'opposition, on l'explique au peuple gabonais, qui adhère ou qui n'adhère pas, où on voudrait imposer cette idée, on oublie une seule chose, que cette idée n'a pas encore été largement discutée au sein de l'opposition et qu'on gagnerait à la discuter en profondeur. Un. La deuxième chose qu'on oublie de dire, c'est que on ne vend pas la peau de l'ours avant que de l'avoir tué. Il est vrai que le peuple gabonais ne veut pas du tout d'Ali Bongo Ondimba, mais il faut faire absolument attention. Le PDG semble être bien réparti partout sur l'ensemble du territoire et ce qui fait son succès, c'est la fraude. Parfois, l'opposition veut aller à la compétition. On a vu des endroits où nous avions affecté des gens, les gens n'étaient pas au rendez-vous et c'est le PDG qui mettait à leur place ce qu'il voulait pour faire sa politique, faire son jeu. Par conséquent, il faut craindre qu'un candidat unique ne soit une véritable passoire. Et seulement, ce que je sais aussi, la recherche du candidat unique viendrait du fait que, si je prends l'exemple de Jean Ping, que je connais bien, parce que quand j'étais au gouvernement, la première fois que je suis allé au gouvernement en 1996, il était ministre délégué aux Finances. Nous nous sommes retrouvés à Mouila pour un séminaire gouvernemental que j'ai animé avec tous les ministres de la sous-région, de l'économie et des finances. Et donc on se connaît bien. Mais donc quand je parle de Jean Ping n'a pas de parti politique. Jean Ping n'a pas d'assise politique. Et s'il y a candidature unique et si c'est lui, il a au moins, il est sûr d'avoir l'adhésion des uns et des autres, le concours des uns et des autres. Mais c'est perdre de vue que au sud comme au nord, il y a des réalités qu'on ne saurait gommer et qui fait que, selon moi, l'absence d'un candidat au nord, c'est la porte ouverte à Ali Bongo, qu'on le dise ou qu'on le veuille ou pas. C'est pas parce que quelques intellectuels se mettent à rêver que l'homme du Grand Nord, s'il ne se trouve pas convaincu, même si on lui dit de voter pour tel candidat qui représentait toute l'opposition, s'il n'y trouve pas un véritable intérêt, une véritable motivation, c'est pas parce que aujourd'hui Ali Bongo passe pour quelqu'un qui n'est pas qu'il faudrait jeter et carrément que les gens iront voter. Ils peuvent même s'abstenir d'aller voter. Donc, je pense, moi, au fond de moi-même, qu'un candidat positionné au nord aiderait plus l'opposition à barrer la route à Ali Bongo. Et un candidat au centre, comme les Ping,
pourrait permettre de récolter quelques voix, surtout de la part de certains Gabonais qui ont toujours voté facilement pour ceux qui sont au pouvoir. Suivez mon regard. Et au sud, je prends mon exemple. Si vous apprenez, et je le dis au peuple gabonais, si vous apprenez que je ne suis pas candidat, dites-vous bien que c'est uniquement pour favoriser alors Ali Bongo Ondimba. Je vous fais remarquer que si Ali Bongo Ondimba est obligé, que je connais un peu, je ne suis pas de ceux qui disent, qui ont la prétention de bien le connaître, mais s'il a nommé un président du Sénat, de Fougamou, s'il a maintenu Matangou au gouvernement, s'il a maintenu Ndongo, président du CNC, à Mandji, les deux villes sont côte à côte, s'il a nommé, au départ, il voulait nommer 3 ministres, mais finalement 2 à Mouila, et un ministre à Ndende, un ministre d'État à Ndende, et un vice-premier ministre à Libamba, ne croyez pas que c'est parce qu'il aime Langounier, ou parce que vraiment c'est cela, il avait il est fou d'eux. Non, c'est parce que tout simplement, il sait que la présence de Maganga Moussavou en tant que candidat, surtout pour ce qui s'est passé, parce qu'il est maire de la commune de Mouila, ça le dérange énormément. Il est obligé de bétonner, comme on dit vulgairement. Et vous avez vu ce qui s'est passé aussi dans le sud, un peu plus au sud, dans la Nyanga, avec un vice-premier ministre qui, lui, pour gagner les élections, a toujours transporté les gens, comme à Chibanga, en mettant un ministre de l'Éducation nationale, un ministre délégué, et à Mayumba, un ministre du pétrole. Tout ça, il prépare les élections. Ça veut dire que le sud du Gabon lui pose problème. Et quand vous ajoutez des gens à sa solde comme les Manfdis et tout ça, qui savent que de toute façon, si Ali Bongo n'est plus là, il n'a qu'à regagner la frontière à côté, où il n'est pas un inconnu. Donc vous comprendrez que les choses ne sont pas aussi faciles pour l'opposition que de laisser le Sud vide, et que l'expérience a montré, quand j'ai cité Mba Abessol, quand j'ai cité Pierre Mambundu et Mba Obam, que qu'on le veuille ou non, ce sont toujours 2 ou 3 entités qui ressortent à chaque élection. Donc il faut bien réfléchir pour savoir si la stratégie est celle d'avoir un candidat unique face à Ali Bongo, ou d'avoir 2 ou 3 candidats qui le cernent, tout en sachant que tous n'ont pas forcément la même expérience peut-être, ou même s'ils ont la même expérience, n'ont pas su poser les mêmes actes, et que lorsque Ali Bongo va dire que tel n'a rien su faire dans sa vie, y compris dans sa ville, il ne dira pas autant de Pierre-Claver Maganga Moussavou, qui est maire de la commune de Mouila, qui a construit la moitié de sa ville, et qui apporte sa contribution ici et là. Ça, c'est un exemple que je cite. Donc, il faut que nous réfléchissions pour savoir, face à quelqu'un qui est malin, qu'est-ce qu'il faut lui opposer comme stratégie, au lieu de... Parce que quelqu'un est en mal de base
politique est obligé d'éliminer tous les adversaires pour dire qu'il faut un candidat unique de l'opposition qui pourrait être une passoire. Et parce que son dossier, sur le plan de ce qu'il a pu poser comme acte et chez lui, et des relations parfois intimes avec le pouvoir, font que à un moment ou un autre, pendant la campagne, il n'est pas véritablement le crédit qu'on voudrait lui prêter et faire échouer toute l'opposition. Donc, moi, vous me posez la question, j'ai été candidat 3 fois. Pendant ces 3 fois, l'opposition n'a jamais gagné, mais n'a pas pris le pouvoir, mais nous savons que c'est Omar Bongo s'est imposé, comme Ali Bongo s'est imposé, en perpétrant des coups d'État électoraux. Donc on ne peut pas dire que tel a perdu, donc on ne saura jamais. Vous savez, en 93, on n'a pas fini de dépouiller, qu'on a proclamé Bongo élu. En 98, j'ai eu maille à partir avec mon beau-frère, Mbombo Miyakou, qu'il m'a collé le pourcentage qu'il a voulu me coller pour me punir. Et en 2009, on a fait croire que je m'étais désisté pour Ali Bongo, comme Ping l'aurait fait pour Mbaobam, et donc les gens se sont découragés. Donc pendant ces 3 fois, on ne peut pas dire que ça reflète ma réelle valeur. Ce que je sais, c'est qu'en tant qu'homme politique, je me suis toujours battu et que beaucoup qui ont commencé la lutte en 90, certains, Dieu les a rappelés à lui. Ceux qui tiennent encore le coup, très peu sont debout. Dieu merci que sur le plan national comme local, je suis debout. Et que mon parti existe non pas virtuellement, mais effectivement, et que je sais que quand on a un parti politique, on annonce sa candidature. Le Congrès se réunit, accepte ou non cette candidature, et à l'issue de cela, on va aux élections. Donc, je ne vais pas y déroger. Je suis candidat aux élections présidentielles. Le congrès du PSD va se tenir d'un moment à l'autre. Nous attendons de faire d'abord le tour du Gabon et donc de réimplanter correctement notre parti, ce que nous faisons, et qu'ensuite, nous envisageons d'aller en campagne, en concertation avec d'autres candidatures. Si par extraordinaire quelque chose devait survenir, nous aviserons, mais nous ne pensons pas à reculer, nous irons jusqu'au bout. Mais le conseil que je donne aux uns aux autres. En guise de conclusion, Monsieur le Président. Le conseil que je donne aux uns aux autres, c'est que l'opposition s'arrête de s'invectiver, s'arrête de se punir. Nous sommes en démocratie. C'est une chance pour le peuple gabonais qu'il ait en face de lui plusieurs candidatures, que chacun ait la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, et que le peuple gabonais mature choisisse qui parmi les opposants, sans y voir un problème de moyens, parce que ce sont ceux qui ont le plus détourné, qui peuvent se retrouver avec plein d'argent qu'ils veulent blanchir en finançant un candidat et qui se répandrait avec beaucoup d'argent pour finalement être à la solde de ceux qui ont des moyens financiers et qui les ont eus, comme tout le Gabonais sait, par le vol, par la faute. Donc, le conseil que je donne aux Gabonais, c'est que c'est une chance, la démocratie est une chance. Recevez tout le monde. Écoutez tous les opposants qui se présentent à vous. Posez-leur la question de savoir ce qu'ils ont fait de leur vie, ce qu'ils ont fait pendant leur vie autour d'eux, et qu'ainsi, ils aient la possibilité
en demandant à chacun d'entre eux, hormis de dire ce qu'ils ont fait, mais leur demander aussi quel est le programme, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui va impacter votre vie, quelles sont les propositions qu'ils comptent mettre en œuvre, et comment croire qu'ils les mettront en œuvre quand on sait qu'Ali Bongo a fait tellement de promesses qu'il n'a pas su tenir. C'est justement en puisant, en regardant dans le passé de chacun d'entre nous, que vous saurez que tel peut tenir parole, tel autre, il est là uniquement pour appâter la galerie, mais il n'a pas la capacité d'aller jusqu'au bout, de réaliser ce qu'il dit, et que vous aurez cette chance d'avoir l'oiseau rare, d'avoir celui que vous aurez envie de mettre à la tête de l'État. Donc, ce n'est pas bon de penser que parce qu'il y aurait 3 ou 4 candidats, ça vous dérangerait, bien au contraire, ça vous laisse le choix. Et vous pouvez vous concerter pour dire qu'en définitive, c'est tel autre. Même s'il y a une pléthore de candidatures, moi je vous fais confiance, je sais que vous saurez faire le choix de celui que vous pensez être le mieux à même de vous représenter, surtout de réaliser tout ce qu'il pourra vous faire comme promesse. Mais de penser qu'on va vous imposer à vous, un Gabonais, qui plus est, qui n'a pas fait forcément ses preuves dans sa vie, c'est-à-dire qui n'a pas apporté grand-chose à ses concitoyens, moi je pense que je vous déconseillerais de vous engager dans cette voie. Ali Bongo, c'est fini. Ne mettez même pas son bulletin dans l'urne. Voyez tous les autres et parmi eux, choisissez celui qui, par ses actes, par son attention vis-à-vis de ses concitoyens, peut effectivement aujourd'hui relever un pays extrêmement malade, qui n'a pas besoin de gens qui n'y vont que pour un tour et qui laisseront encore le pays exempt dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Voilà ce que j'ai à dire en guise de conclusion. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre bureau et c'est avec plaisir aussi que nous avons exécuté, si on peut le dire, cet entretien avec espoir, bien sûr, de vous avoir à nouveau, puisque l'actualité arrive brûlante concernant le dialogue national inclusif et sans tabou. On va donc dire à nos téléspectateurs également merci de nous avoir suivis. Nous, on continue le débat avec le président du PSD, Pierre Claver Mangang Moussavou. Nous, on vous retrouvera bien sûr très prochainement. Avant de conclure, je dirais ce qui me fait toujours sourire quand il dit Mangang Moussavou, c'est Marang Mamoussavou. Essayez un peu de dire ça à nos téléspectateurs. Marang Mamoussavou. Marang Mamoussavou. Voilà. Merci beaucoup et à très prochainement.